la question qu'on peut se poser, c'est comment un mouvement très lent, régulier comme celui de la tectonique des plaques peut générer quelque chose d'aussi soudain et imprévisible que les grands séismes. Bien, pour comprendre ça, il faut regarder un peu comment fonctionne la planète Terre, qu'on va représenter ici simplement avec un grand manteau de roches solides, et puis un noyau ici de fer liquide et une graine solide ici. Mais on va s'intéresser au manteau qui, lui, est constitué de roches diverses et variées, dont certaines sont radioactives et qui réchauffent l'intérieur de la planète. Et ce réchauffement fait que les minéraux de certains de ces composantes ne sont pas en fusion, mais simplement sont visqueux et donc peuvent autoriser les roches à se déformer. Et c'est ce qui se passe lorsque la chaleur tend à s'évacuer. Eh bien, on a des grands mouvements de convection. Les zones moins denses vont remonter et les zones plus denses vont redescendre extrêmement lentement. Donc, c'est des roches solides qui vont faire des grands balais extrêmement lents et qui vont entraîner la petite croûte terrestre sur laquelle nous nous trouvons ici. Et par exemple, dans cette région-là, la croûte terrestre va s'enfoncer avec les grands mouvements de convection du manteau. Le problème pour nous, c'est que cette croûte terrestre, eh bien, elle est élastique et cassante, elle n'est pas du tout visqueuse. Et donc, elle coince lorsqu'on cherche à la faire descendre comme ça, elle va coincer au niveau du contact entre les deux plaques qui sont ici. Donc, si je zoome, on va représenter cette zone de convergence des croûtes, qui sont donc portées par les plaques qui glissent l'une sur l'autre, dans les zones de subduction par exemple. Eh bien, on va voir cette croûte qui plonge ici et qui va affronter la croûte qui reste en surface de ce côté-là. Donc, je vais représenter en bleu ce qui se passe ici. Et évidemment, ce qui est important, c'est cette zone de contact. Le mouvement des plaques, lui, est extrêmement régulier, quelques centimètres par an, de part et d'autre. Mais à ce niveau-là, comme les plaques coincent, la faille coince ici, eh bien, on a un blocage et donc le mouvement des points eh bien, est quasiment nul au voisinage de cette faille. Quasiment nul, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'au contraire, dans cette zone-là, eh bien, vous voyez, nous sommes en compression permanente. La compression augmente de jour en jour, d'année en année. Alors, pourquoi ça ne glisse pas? Tout simplement parce que si je zoome ce qui se passe ici, eh bien, j'ai une zone de contact rugueuse entre les zones de faille. Voilà, les deux blocs de part et d'autre de la faille sont en contact sur une surface qui n'est pas lisse, et donc ça coince. Ça coince jusqu'au moment, évidemment, où ça va se décoincer. Lorsque ça se décoince, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tout d'un coup un mouvement en quelque sorte de rattrapage. Un mouvement de rattrapage de tout le retard ici de l'avancée de cette plaque par rapport à celle-ci. Tout d'un coup, hop, ça fait comme ça, et donc ce bloc-là monte, et ce bloc-là descend, en se rapprochant. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen de faire converger ou de faire bouger les plaques les unes par rapport aux autres. On a des endroits, bien sûr, où c'est en extension et des endroits où ça va coulisser, mais le principe est le même. Sur une faille oblique comme ceci, eh bien, les zones où les croûtes terrestres sont en train d'essayer de s'étirer, eh bien, sur les zones de faille qui sont les zones les plus fragiles, le mouvement soudain, après une extension très très forte qui dure des dizaines, voire des centaines d'années, voire des milliers d'années, eh bien, vous avez tout d'un coup un mouvement sismique en quelques secondes, quelques dizaines de secondes, qui va faire que le bloc là descend et le bloc là monte, et tout en s'écartant. Là, on a compression, là, on a extension. Le principe est le même. Et si vous cumulez ça au cours du temps, eh bien, ici, vous allez finalement, après plusieurs séismes, créer une montagne, et ici, une grande plaine. Et à l'inverse, ici, après plusieurs séismes, vous allez créer une montagne, et ici, une grande plaine. Des milliers de séismes vont faire des milliers de mètres de relief. Et puis, on peut avoir des failles verticales qui font finalement un mouvement de translation d'un bloc par rapport à un autre. Vous voyez, la faille verticale est ici, et vous avez un bloc qui bouge comme ceci et qui bouge comme cela, deux plaques qui essayent de glisser l'une contre l'autre, qui sont coincées au niveau de la faille, et tout d'un coup, ça va se décoincer, et ce bloc-là va avancer, et ce bloc-là va avancer dans l'autre direction. Et on a de nouveau un moyen de voir cette activité à long terme. Si vous avez une rivière qui passe là, eh bien, elle va être décalée à chaque séisme d'une certaine quantité. Et donc, on peut repérer dans le relief ou dans la morphologie les indices de ces séismes. Et un bon modèle pour expliquer tout ça, un modèle physique très simple, c'est de considérer que un bloc d'un côté de la faille est un patin, ici, il est posé sur l'autre bloc qui est ici le support, qui serait le sol, et j'essaye de tirer mon patin avec un ressort. Et je lui donne une vitesse constante.
Cette vitesse constante, elle représente le mouvement constant des plaques au loin. Le ressort représente l'élasticité des roches autour de la zone de faille. Et le patin qui est ici représente un bloc près de la faille, le sol, l'autre bloc près de la faille. Et le mouvement qu'on attend ici, vous tirez au début, il ne se passe rien. Et puis tout d'un coup, la tension est assez forte pour que le patin glisse. S'il n'y avait pas de rugosité ici, eh bien, le patin glisserait en permanence, il n'y aurait pas d'à-coup. Mais comme le patin coince, eh bien, ce que vous observez, c'est quelque chose d'assez intuitif, et l'expérience est extrêmement facile à faire. Ce que vous observez, c'est que si j'appelle delta U le glissement relatif du patin par rapport au sol, eh bien, au début, il ne se passe rien. Le delta U vaut 0, jusqu'au temps que le ressort soit assez tendu pour que ça décroche le patin, et tout d'un coup, hop, il glisse. Il glisse peut-être ici d'1 centimètre sur l'expérience, et pour la faille, ça peut glisser de 10 mètres. Et puis ensuite, le ressort est détendu, la plaque est détendue, il faut recharger le système, mais les plaques continuent à avancer, vous continuez à tirer le ressort, et vous pouvez attendre peut-être ici quelques secondes. Pour la plaque, ça va être peut-être 150 ans, et clac, vous cassez de nouveau, mais cette fois-ci, ça va glisser de 5 mètres, ou le patin va glisser de 5 mm. Et puis vous continuez, et vous apercevez que finalement, vous avez un glissement assez irrégulier, mais qui va globalement suivre la vitesse que vous auriez eue si c'était complètement lisse, autrement dit, la vitesse des plaques ou la vitesse de traction du patin. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous transformez un mouvement continu qui est le mouvement de ce point, un mouvement continu qui est le mouvement des plaques, vous le transformez en mouvement saccadé, il ne se passe rien, il se passe quelque chose, il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Il ne se passe rien pendant des siècles, et il se passe quelque chose pendant quelques secondes. C'est ça qui est effrayant pour un séisme, c'est que toute l'énergie accumulée pendant des siècles se relâche en quelques secondes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une irrégularité de ces mouvements, mais en même temps, on peut prédire à moyen terme que si on a du retard, ça va finir bien par casser. On ne peut pas échapper au séisme.